Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à Lisbonne avec Julien Tremblay, aussi connu sous le nom de Nomadic Julien. Alors Julien, on se suit mutuellement sur Instagram depuis quelques années, je pense à peu près 3 ans. Oui, ça, oui, effectivement. Et puis là, on s'est retrouvés complètement par hasard dans le même coworking à Lisbonne. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument faire cette interview. Absolument. Quand on te demande de te présenter à une soirée ou à un dîner, tu sais, qu'est-ce que tu dis ? Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à Lisbonne avec Julien Tremblay, aussi connu sous le nom de Nomadic Julien. Bonjour. Alors Julien, on se suit mutuellement sur Instagram depuis quelques années, je pense à peu près 3 ans. Oui, ça, oui, effectivement. Et puis là, on s'est retrouvés complètement par hasard dans le même coworking à Lisbonne. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument faire cette interview. Absolument. Est-ce que Julien, donc ouais, ça fait 3 ans que tu voyages, c'est ça? Oui, ça fait environ, en fait, ça fait 3 ans et demi, presque 4 ans. Donc j'ai commencé en janvier 2017, donc ouais. Ok, ouais, bah après pareil pour moi. Et puis ouais, je t'ai suivi parce que tu as grossi un compte Instagram, Nomadic Julien, tu as commencé à faire des vidéos, et puis voilà, tu as découvert aussi plusieurs continents, plusieurs pays. Oui, on va pouvoir parler de tout ça ensemble. Alors, pour commencer, j'arrête de demander un petit peu de te présenter. En fait, la question que j'ai, c'est quand on te demande de te présenter à une soirée ou à un dîner, qu'est-ce que tu dis? Oui, donc en fait, je suis principalement, en fait, ce qui est important, c'est que je suis principalement software engineer, donc je travaille principalement comme développeur, et par la suite, je suis voyageur, donc je suis plus digital nomade, mais développeur également. Donc, en fait, je viens justement du Canada, je viens de Montréal, je viens dans cette région-là, c'est là que je suis né, dans cet environnement-là. Et par la suite, j'ai vécu une vie jusqu'à environ 25 ans qui était très sédentaire. Et par la suite, j'ai eu un désir un peu d'avoir un renouveau, un changement. Donc, j'étais un peu tanné de la routine, tanné un peu de l'environnement régulier. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à voyager et de découvrir le monde tout en travaillant. Donc, je suis avant tout développeur web et digital nomade par la suite. Ok, nice. Et donc là, on est à Lisbonne, tu m'as dit que tu partais demain. Oui, je pars demain, samedi, donc c'est très bientôt, mais oui, je suis resté ici environ 2 mois, ça va faire presque 2 mois. Donc, vu que la situation actuelle, c'est plus facile pour moi de voyager un peu moins. Oui, c'est sûr qu'en ce moment, on va pouvoir en parler, c'est un peu particulier. Oui, c'est ça. Et donc, tu disais que tu es d'abord software engineer, donc développeur en freelance, et tu as le style de vie nomade digital. Oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais en tant que développeur freelance? Oui, donc j'ai un parcours, en fait, chaque fois j'ai des recruteurs, des personnes qui me contactent. J'en ai beaucoup à parler à ce sujet-là, mais en fait, j'ai commencé comme développeur web en 2010-2011. Donc, je travaillais principalement dans différentes agences dans la région de Montréal. Et bon, je faisais un peu de freelance, j'avais un peu les contrats en même temps. J'étais principalement front-end, full-stack développeur, donc ça fait un back-end et front-end également. Donc, j'ai fait beaucoup ça avec WordPress initialement durant, en fait, quasiment 5-6 ans. Et par la suite, j'ai évolué avec React, j'ai évolué avec Node.js, avec différentes technologies un peu plus avancées. Mais oui, c'est à peu près c'est en fait ce que je fais. Ça fait environ 10 ans que je fais ce métier-là. Ok. Et justement, j'ai des questions un petit peu sur ton parcours dans ce domaine-là. Moi, j'aimerais qu'on parle d'un truc aussi par rapport au freelance développeur. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour devenir nomade et freelance, il faut être développeur. Et en fait, je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont ce message-là, qui sont développeurs, etc. Bien sûr, c'est un très bon métier parce que tu peux le faire de façon asynchrone, à distance, etc. Mais est-ce que l'idée, c'est un peu de découvrir après dans la discussion, c'est est-ce que devenir développeur web, freelance, est-ce que c'est vraiment un rêve, ou est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont un peu moins évidentes, etc. Oui, donc moi, ce qui est important de comprendre un peu de mon côté, c'est que j'ai commencé comme étant développeur. Vraiment, c'est ma carrière principale. Donc, j'ai commencé avec cet intérêt-là depuis que j'étais très jeune. J'ai développé un peu après, en ayant différentes études, je me suis développé. Et par la suite, je suis tombé essentiellement sur un endroit de coworking, co-living qui était à Bali. Donc, j'ai vu que les gens pouvaient travailler de leur ordinateur à distance. Et c'est là que j'ai découvert que ces gens-là étaient développeurs également.
D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, par la suite, j'ai dit, OK, donc c'était ton déclic de... Ah ouais, OK. Ouais, donc c'est ça. C'est un peu un ajout sur ma carrière que je peux ajuster. C'est un mode de vie qui fonctionne bien. Mais c'est pas nécessairement... Donc, faut éviter un peu de trouver des métiers nécessairement qui vont être dans un mode nomade. Faut apprécier le métier en premier. Par la suite, on peut le jumeler avec un environnement digital nomade. Ouais, parce que moi je vois beaucoup de gens, tu vois, qui veulent devenir nomades, qui savent qu'ils veulent devenir freelance et ils se disent il faut absolument que je sois développeur, c'est la seule option, tu vois. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que c'est un des métiers qui est les plus lucratifs dans un sens qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Donc, toutes les entreprises, en fait, il y a des entreprises plus à l'avant-garde que d'autres, mais si on regarde un peu en Europe, dans 10 ans, 10-15 ans, quasiment la plupart des entreprises, micro-entreprises vont justement se transformer dans un volet web. Donc, si tout le marché bascule de l'autre côté, nécessairement, il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est ça, c'est vraiment... C'est raison pourquoi que justement... C'est ça. OK. Et puis, donc, aujourd'hui, tu travailles pour principalement un client? Oui, donc c'est un avenue un peu différent que j'ai décidé de prendre. J'ai beaucoup de collègues, j'ai des personnes avec qui je travaillais que leur but, c'était de bâtir une micro-agence, donc étant freelance, avoir plusieurs clients, donc pas seulement dépendre d'un seul client. C'est un avenue qui est très possible, qui est vraiment le populaire. Donc moi, je suis freelance, mais principalement consultant. Donc ce que j'offre, c'est des services principalement spécialisés pour différentes compagnies, principalement aux États-Unis. Donc ils vont m'engager à temps plein, 40 heures semaine en tant que freelance. Je travaille pour eux justement juste à temps que le mandat soit complété. Donc c'est certain qu'en travaillant de cette façon-là, c'est beaucoup plus lucratif, par les entreprises ont beaucoup plus de budget. Mais en conséquence, c'est certain qu'il y a des moments dans l'année que je vais avoir moins de contrats. C'est pas nécessairement à temps plein. Donc, c'est ça a des avantages, des avantages. Si on veut maximiser son temps au maximum, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure option. Mais moi, dans mon cas, je décide de prendre un client et d'avoir une balance entre mes projets personnels et les projets d'un client. Bah, c'est sûr que c'est une des options, puis c'est peut-être l'option la plus facile à gérer. Il y en a par exemple qui sont employés d'une compagnie. J'en ai rencontré ici d'ailleurs à Coworking, qui sont employés d'une compagnie et puis ensuite ils disent ok, je veux devenir freelance, voyager, et ils gardent la compagnie comme seul client freelance et ça va bien. Et après il y a d'autres personnes, moi j'ai plusieurs clients, tu vois, parce que j'aime bien changer de projet et avoir un petit peu cette liberté là, mais je comprends tout à fait. Et c'est vrai que c'est peut-être la solution finalement la plus stable en tant que freelance, plutôt que jongler entre des clients et puis voilà. Oui, effectivement. Et après donc toi tes missions, donc tu as un client là full time. Et après, la mission se finit à un certain moment et du coup, tu cherches une autre mission après. Oui, donc ce qu'il faut comprendre un peu sur ce mécanisme-là, ce fonctionnement-là, c'est que j'ai établi chaque mois un budget en fait que je dépense. Donc en moyenne, je comprends que pour être heureux dans la vie, pour avoir un environnement que j'apprécie, ça me coûte un certain montant par mois. Donc, à ce moment-là, chaque contrat que je fais, évidemment, je ne dépense pas tout ce montant-là chaque mois. Donc, j'utilise un certain montant. Donc, mon but est un peu d'accumuler des mois. Donc, je vais dire, admettons, j'ai 2 ans ou 3 ans d'avance de mon côté en termes de revenus. Donc, si j'arrête de travailler demain matin, j'ai justement des revenus qui sont significatifs pour pouvoir vivre le mode de vie que j'ai en ce moment. Donc, c'est l'approche que j'utilise. Ça fonctionne dans plusieurs environnements. C'est certain que le fait que je voyage, je suis moins... j'ai moins un intérêt de dépenser ou de rénover ou de... C'est sûr, quand on a une maison, c'est facile de dépenser très rapidement. Mais dans mon cas, je suis limité. Donc, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone portable, c'est tout. Sac. Effectivement, oui, c'est ça. Fait que mes revenus mes dépenses sont limitées. Donc, à ce moment-là, je maximise plus mon temps sur ma carrière. Puis c'est ma passion un peu. Ouais. OK. Et puis, pour les gens qui sont un petit peu nouveaux à tout ça, le développement, la programmation, etc., je pense que le meilleur moyen de leur montrer un petit peu à quoi ça ressemble, c'est si tu pouvais décrire une journée typique de Julien quand tu es vraiment consultant. Donc, c'est ça. Il y a vraiment plusieurs types de développeurs. Donc, moi, de mon côté, en fait, ce qui arrive, c'est que je commence la journée le matin, je prends un café comme toujours. C'est ce que je fais beaucoup. Je prends un café à différents endroits dans les villes, justement, que je visite. Par la suite, au niveau de mon travail, bon, on a toujours en entreprise, en fait, avec un mode agile, on va avoir des meetings chaque jour. On va donner un suivi de ce qu'on a fait la journée d'avant, ce qu'on travaille en ce moment. Des stand-up?
Effectivement, stand-up. Donc, c'est ce qu'on utilise beaucoup. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que justement, je commence ma journée, principalement avoir un stand-up. On va définir un peu c'est quoi les objectifs de la journée. Par la suite, je vais prendre différentes tâches qui vont être à accomplir, puis je vais voir un peu de quelle façon je peux les bonifier, comment on peut améliorer justement le produit du client, faire en sorte qu'il soit optimisé. Donc, c'est certain que de mon côté, souvent, je vais être en soutien vers une équipe, donc une équipe qui travaille, qui soit capable, qui va être plus des développeurs. De mon côté, je suis plus en mode ingénieur. Donc, je remets en question chacune des techniques, chacun des fonctionnements du projet. Donc, pourquoi on n'utilise pas telle technologie, pourquoi on n'utilise pas tel fonctionnement, qui a eu des idées-là, est-ce qu'il y a une façon d'améliorer. Donc, moi, de mon côté, c'est souvent ça que je vais mettre en place. Donc, chaque chose que je programme, c'est principalement ça, oui. Donc, si je continue ma journée, ça va être vraiment un mélange. Je dirais en majorité, c'est de la programmation, mais il y a un volet communication qui est important. Donc, tout le fait de travailler à distance, il y a un élément très important qui est sur Slack, c'est sur des outils un peu de communication. Donc, tout est en écrit la plupart du temps. Donc, j'ai pas beaucoup de meetings en communication vidéo, c'est principalement écrit. Donc, on est très dans un mode fermé, mais c'est ça, c'est vraiment le mode de fonctionnement. Donc. Ouais. Ok, donc tu commences ta journée comme tout le monde. Oui. Dans la journée, tu vas avoir un meeting qu'on appelle stand-up où tu te réunis avec les autres personnes du projet pour voir ce qui s'est passé la veille, ce qui va se passer et puis comment tu peux aider ça. Et toi, donc tu as vraiment plus un rôle de consultant plutôt que vraiment juste exécutant. Moi, j'ai déjà fait du contenu là-dessus, puis c'est dans ma formation aussi, mais pour moi, dans le freelancing, tu as 3 niveaux d'avancement. Tu as le pigiste qui prend des petites missions souvent assez courtes et qui vraiment exécute. Bon, ça, dans tous les cas, il y en a toujours un petit peu. Deuxième niveau, c'est le consultant. Donc, comme toi, qui a le point de vue stratégique, processus, etc. et qui va être en appui à l'équipe en place. Et tu as après, pour moi, le partenaire stratégique qui, là, prend en charge toute une partie de la business. Tu vois. Par exemple, je sais que tu as un projet, un side project, où là, tu es responsable technique et donc tu es plus le partenaire stratégique. Oui, effectivement. Donc, c'est certain que j'ai eu justement différentes possibilités dans ma carrière, dans ma vie, d'évoluer plus dans une personne qui va être plus lead, qui va plus gérer un projet, qui va... Puis, force est de constater un peu que c'est pas nécessairement ce qui m'intéresse le plus. Donc, moi, j'ai vraiment besoin de programmer sur une base régulière, de faire une forme d'accomplissement. Je sais que des fois, dans un volet carrière, être plus manager, gérer différentes équipes, ça peut être très intéressant. Moi, de mon côté, j'ai vraiment besoin d'être vraiment sur le terrain, de constater les différences puis faire des avancements. Donc, c'est certain qu'il y a un volet de mon travail aussi qui est très développement. Donc, des fois, dépendant des chargés de projet, on va avoir des missions de « OK, il faut vraiment avancer le projet, on ne remet pas en question rien, on avance le projet. » Des fois, dans certains cas, il faut montrer l'impact justement qu'on peut créer dans un projet. Parce qu'à la fin de la journée, si on travaille pendant 1 semaine, 2 semaines, puis la personne ne voit pas nécessairement, le client ne voit pas nécessairement l'impact qu'on a créé, ça remet en question un peu notre contrat là, éventuellement. C'est sûr. Donc, tu aimes bien avoir un peu un équilibre de différents types de tâches, à la fois l'ingénieur qui va penser, optimiser et le programmeur qui va développer des... Ok, très cool. Et donc là, on a parlé donc, de ce que tu faisais dans ton quotidien, en général, etc. Si on se met dans la peau de gens qui regardent l'interview et qui se disent « Ok, peut-être que ça m'intéresserait de devenir développeur en freelance, tu vois, peu importe le langage, etc. » Qu'est-ce que tu dirais que seraient les avantages et inconvénients de ce métier-là en freelance et à distance? Oui, donc c'est certain que le plus grand obstacle au départ, c'est vraiment au niveau de la motivation. Donc c'est certain que je pense que si on a un projet qu'on va accomplir, on a vraiment une idée concrète, on a quelque chose, on a différentes personnes dans une équipe qui peuvent nous aider à nous motiver, puis ensuite on va justement découvrir différentes technologies, différents langages, puis on va l'apprendre, puis il va y avoir une courbe de progression. Là, c'est vraiment intéressant. Je pense que la plupart des gens vont trouver une façon de se motiver à ce niveau-là. Mais c'est certain que si on n'a pas de projet, on n'a rien vraiment au départ, ça peut être plus difficile. C'est le premier point. Donc, le deuxième point, ça serait plus... c'est vraiment au niveau des obstacles qu'on peut rencontrer dans le développement. Donc, il y a des éléments qui peuvent être extrêmement frustrants. On sait que c'est une ligne de code, c'est un élément qui crée une virgule. J'en ai un cette semaine d'ailleurs. On en avait un projet que les personnes avaient de la difficulté à se connecter en ligne sur la plateforme, donc il fallait comprendre quel était le problème. Donc, on était 10 ingénieurs à travailler sur ce problème-là.
On a travaillé pendant environ presque 24 heures justement sur résoudre ce problème-là. On avait plein de personnes qui ont refait le code au complet, ils ont refait chacune des étapes pour se rendre compte finalement qu'on avait oublié justement, il y avait une ligne qui était problématique quand on a fait le temps de migration. Donc, ça peut être extrêmement frustrant. Donc, c'est un peu de cette façon-là. Il faut voir un peu dans l'adversité comment on réagit. Donc, faut aimer les challenges et faire des recherches, trouver une solution. C'est très problème, un peu un problème de mathématiques. C'est très gratifiant lorsqu'on réussit à résoudre un problème. Mais par contre, il faut passer par le processus. Donc, il faut voir, je veux dire, j'ai un exemple, si vous avez un accident en auto, vous conduisez dans un accident, il faut voir de quelle façon, donc comment je réagis aujourd'hui est complètement différent de comment je réagissais il y a environ 15 ans. Donc c'est sûr que moi, je vais tout de suite voir les solutions, je vais regarder les résultats, je ne serai pas là sur le moment à être frustré et à frapper sur le volant, pourquoi j'ai un accident, pourquoi c'est ça, je vais être complètement stoïque, puis je vais vraiment analyser la situation en ce moment, puis je vais dire, OK, dans ces circonstances-là, voici comment je vais résoudre le problème. Puis je suis très stable au niveau émotionnellement de cette façon-là. Je vais être assez stable. Donc, c'est intéressant. C'est très vaste, là, comme je dis, mais c'est certain que les gens qui rentrent dans cet univers-là peuvent être frappés à des moments où est-ce qu'ils veulent lancer l'ordinateur par la fenêtre. Il y a vraiment, tu vas être très, très frustré. Mais il faut passer par ces processus-là un peu. Puis c'est ça. Faut être curieux de vouloir résoudre des problèmes principalement. OK. Puis pour le côté plus nomade et remote à distance, toi qui as été développeur aussi en équipe, en personne, tu vas à Montréal, c'est quoi les grandes différences et comment l'élément clé, c'est la communication. Donc, c'est un gros élément, mais en fait, il faut savoir comment communiquer. Donc, moi, c'est l'élément que j'ai appris beaucoup. Donc, chaque fois que vous communiquez avec un client, même en ce moment, en fait, la plupart des personnes utilisent toujours des emails pour communiquer entre eux. Mais il faut comprendre, quand on écrit un message en email, faut l'écrire de un. Il faut ensuite l'optimiser, le centraliser. Il faut réduire le nombre de phrases, aller directement au point. Parce qu'il y a différentes personnes avec qui on communique qui n'ont pas nécessairement cette façon-là de comprendre le sens de ce qu'on veut dire. Donc, s'il y a vraiment une question, je veux dire, on demande c'est quoi votre taux horaire, c'est quoi le problème là, il faut aller directement au point. Bien qu'il n'y a pas des fois de présentation, ça ne fait pas très glamour, des choses comme ça, il faut aller directement au point. Donc, c'est ce que j'utilise par email, j'utilise aussi sur Slack, j'utilise dans des Zooms et des communications. Faut éviter que la personne nous dise qu'est-ce que tu veux dire exactement? Il faut éviter de constamment... Il faut éviter les allers-retours, en fait. Effectivement, et, je pense qu'il y a pas mal de choses qui passent pas forcément à l'écrit. Tout ce qui est émotion, etc. Des fois, il faut arriver à montrer qu'on est frustré, il faut montrer que... non, c'est important. Puis également... donc, la façon justement qu'on communique, effectivement, d'aller directement au point et... quelque chose, donc j'ai oublié, mais ouais, c'est vraiment ça. Ok, ça marche. Je pense qu'on a pas mal vu les parties plus les obstacles et les parties plus négatives. C'est normal qu'il y en ait, comme dans tout métier, il y en a. Et les aspects positifs, donc si je peux faire une liste, on a déjà parlé, mais de pouvoir travailler de façon asynchrone, que c'est souvent des métiers qui sont bien rémunérés, que tu peux aussi travailler un petit peu dans ton coin et faire un petit peu des points, mais pas être tout le temps en train d'échanger, tu vois. Moi, de mon côté, en marketing, souvent, je dois échanger avec les clients, etc. Et ça, c'est un avantage que je vois. Et puis aussi, que dans le développement, il y a tous des processus qui sont en place pour que la machine tourne, tu vois. Mettons, toi, tu vas pouvoir développer une fonctionnalité ici depuis Lisbonne, et puis vous avez un processus en place pour savoir quand est-ce que tu intègres ton code au code principal, les tests. Donc, c'est un processus qui est huilé, qui roule et qui permet de pouvoir travailler en continu. Oui, effectivement. Donc, c'est certain que c'est vraiment différent d'un client à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, c'est principalement pour cette raison-là. Je travaille beaucoup aux États-Unis, beaucoup Silicon Valley. Donc, ils ont un peu une forme de... Comment je dirais? J'ai travaillé beaucoup dans différents marchés la limitation était souvent le budget. Donc, c'est sûr qu'on arrive, on dit on a une idée géniale, on veut le mettre en place. Oui, mais le client n'a pas nécessairement le budget. Donc, on limite un peu son avancement personnel, sa carrière, à cause que justement, il y a le budget limité. Mais lorsqu'on travaille des fois avec des plus gros clients, en fait, je dis des plus gros clients, mais il y a énormément d'emplois, principalement aux États-Unis à distance, il y en a beaucoup. Donc, c'est certain qu'il va y avoir une attention
beaucoup plus sur le processus que le résultat final nécessairement. Donc, il va y avoir une obsession sur le processus parce qu'on dit si le processus est bien fait, si les personnes ont une attention au détail, nécessairement le produit final va être génial. Donc, c'est intéressant en tant que développeur ingénieur de pouvoir mettre tout ce qu'on peut dans un projet, puis que c'est toujours, oui, si tu es capable de le faire, absolument, on va le faire de la meilleure façon possible. Donc, c'est toujours ça l'objectif. Hein. D'accord, ok. Et donc maintenant qu'on a parlé de ce que tu faisais, avantages et désavantages, c'est pour ceux qui sont intéressés par ça, c'est quoi les meilleures façons de devenir développeur, tu vois? Donc le type de formation, et puis aussi est-ce qu'il y a des langages que tu recommandes pour commencer par exemple? Oui, donc c'est certain que c'est ce qui est vraiment important, c'est de ne pas être généraliste, de ne pas couvrir plusieurs langages, plusieurs choses, être bon dans tout. C'est souvent une mentalité qui est adoptée dans beaucoup d'agences, dans beaucoup de plus petits milieux, c'est d'être bon dans différentes tâches. Ça fonctionne très bien, dépendant des intérêts. Il y a des gens qui apprécient beaucoup ce volet-là. Certains qui on veut, quasiment tripler son salaire, aller dans le domaine, qui sont beaucoup plus en demande. Il faut vraiment être spécialisé. Donc, c'est sûr que moi, je recommande beaucoup React. Donc, c'est une technologie qui est utilisée énormément, principalement aux États-Unis. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi Vue, qui est une autre variation là, qui est populaire. Donc, c'est du JavaScript? Oui, ça va être JavaScript. C'est on va dire, c'est un framework, en fait, c'est une plateforme front-end qui est ajoutée par-dessus le JavaScript. Donc, c'est sûr que les éléments de base, il faut comprendre HTML, CSS, JavaScript. Okay. Très important de maîtriser ça. Au départ, c'est certain que vous allez voir beaucoup le mot algorithme qui arrive à certains endroits, beaucoup en entrevue. Ça peut être mêlant de comprendre la pertinence, mais c'est vraiment au volet, quand on décide d'optimiser le code, c'est vraiment important de comprendre les algorithmes. Donc, c'est sûr que pour apprendre ces technologies, j'utilise beaucoup Udemy, qui est une plateforme en ligne. C'est certain que c'est possible de l'apprendre très bien en français, il n'y a aucune difficulté. Moi, en fait, j'ai un peu appris l'anglais principalement avec la programmation. Donc, c'est vraiment ça qui m'a initié principalement. Donc, c'est sûr que Udemy, très bonne plateforme. Il y a Code Academy aussi, Treehouse également, qui est une belle plateforme. Donc, c'est un peu trouver différents... ces plateformes, ce qui est intéressant, c'est qu'on va arriver sur un résultat final. Puis tout le long de la vidéo, on va créer Facebook, on va créer Instagram, on va créer des plateformes un peu comme ça. Donc, c'est plus on en fait, plus on apprend les différentes façons d'utiliser. Donc, c'est vraiment ça un peu, justement, je recommanderais, c'est vraiment commencer avec la base, mais par la suite, justement, prendre des cours, payer pour des cours. Des fois, lorsque les cours sont gratuits, des fois, les gens n'ont pas tendance à s'engager initialement, mais lorsqu'on les paie, je veux dire, j'ai un exemple super simple, je veux dire, j'ai vu des plateformes en ligne, donc c'était, je veux dire, on donnait on donnait le cours au presse, c'était quasiment, je pense, 10-15 €. Il y a peu de personnes qui suivaient, mais lorsqu'il y avait lorsqu'il y a vraiment une formation sur place qui coûte, je veux dire, 1000-5000 €, là, les gens, je veux dire, mettent le temps et l'énergie nécessaire. Donc, je pense que c'est important de s'investir autant financièrement, autant du côté du temps également. Ouais, et je pense que même en investissant de l'argent dans une formation, tu vas la suivre et tu as accès directement aux meilleurs conseils qui sont organisés et bien faits. Et finalement, ça peut finalement te faire gagner de l'argent parce que plus vite tu es bien formé, plus vite tu peux facturer en freelance et plus vite... Oui, justement, en parlant de vitesse, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas toujours dans ce milieu-là, mais c'est possible de se former très rapidement. Si on a la motivation nécessaire, si on a accès aux ressources, si on a justement différents projets, on peut rapidement se former. On peut créer énormément de sites, de plateformes en quelques mois. C'est sûr que, pour évoluer dans un volet senior, c'est vraiment en fonction des projets, en fonction des clients qu'on a eus qui va nous permettre de devenir senior. Mais c'est pas vrai qu'il faut arriver... Il faut être dans ce domaine-là pour environ 4-5 ans pour complètement devenir senior. C'est vraiment en fonction de l'expérience. Si on reste sur un emploi fixe pendant 4 ans, on n'apprendra pas nécessairement tout ce qu'on doit apprendre. Ok. Et puis je connais aussi des personnes qui ont fait ce qu'on appelle des bootcamps, comme le wagon, etc. Je crois que ça coûte assez cher, peut-être 5000 €, 10 000 €, mais en quelques semaines, quelques mois, partir de zéro, être opérationnel pour travailler en tant que développeur. Et c'est vraiment, c'est peut-être le moyen le plus rapide si vous voulez investir là-dedans, de devenir vraiment développeur, être encadré et de pouvoir directement trouver des missions et même aussi avoir un genre de certification de diplôme, tu sais.
Oh, oui, non, c'est certain que l'élément de certification diplôme aide parfois justement à trouver des emplois quand on prouve qu'on a suivi un parcours précis. Et encore là, je veux dire, ce qui est dit justement dans ces formations-là, ces bootcamps, vous allez tout le trouver gratuitement sur le web également. Ouais. Donc, faut comprendre un peu que oui, vous payez pour une plateforme, pour une formation. Je veux dire, pour certaines personnes, c'est beaucoup trop dispendieux, beaucoup trop cher, je ne vais pas le faire. C'est possible d'avoir accès aux mêmes ressources sur le web, mais quand on est en mesure de le payer, de s'engager, d'engager sa carrière, c'est tout un processus qu'on développe mentalement qui aide beaucoup éventuellement à cheminer. Donc, c'est un peu, en fait, ça revient au défi de travailler des fois à distance. C'est facile de mêler son travail avec son mode de vie tous les jours, puis d'éventuellement travailler toujours ou jamais travailler. Donc, ouais. c'est ça. Si on je pense qu'on a tous connu ça. Oh, effectivement, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Non, c'est... Ok. Et puis moi, je dirais aussi, donc là, c'est la partie vraiment, si vous voulez vous former pour devenir développeur, peu importe le langage, etc. Moi, je dirais aussi que personnellement, je suis pas programmeur. Mais j'ai pu dans mes études et personnellement aussi me former à différentes logiques, différents langages qui me servent aujourd'hui, peut-être pas tous les jours mais quand même souvent. Par exemple, quand j'ai commencé à créer mon site WordPress, c'était en 2014-2015. À l'époque, il fallait quand même savoir coder un petit peu pour changer les aspects visuels, etc. Et voilà, le fait aussi d'avoir fait des cours de base de données à HEC, etc. Quand j'étais product owner pour les pages jaunes, là j'avais une équipe de 15 développeurs, on avait des designers, des copywriters, etc. Bah, pouvoir challenger un développeur sur une structure de base de données, c'était super intéressant et je trouve que tout le monde gagnerait à apprendre les bases de certains langages, même ce serait juste HTML, CSS pour la partie plus visuelle, mais aussi des langages avec une logique. Tu vois, moi j'ai appris un petit peu de PHP, un petit peu de JavaScript, tu vois, au moins pouvoir comprendre et lire ce qui se passe sans que j'en fasse mon truc. Mais moi, dans Growth Marketing, j'ai souvent besoin de bidouiller des trucs. Je vais pas coder un truc de zéro, mais si je peux aller débugger un truc en PHP ou autre, bah, ça m'aide pas mal, quoi. Oui, effectivement. Puis même justement, la programmation, des fois, les gens ne s'en rendent pas compte, mais je veux dire, ça fait partie de notre réalité tous les jours. Je veux dire, lorsqu'on voit un interrupteur, on met la switch à on, je veux dire, il y a une conséquence. Donc, c'est un if puis else. Donc, il y a vraiment une condition à ce moment-là. Donc, ça s'applique dans tous les éléments. Puis, il y a beaucoup d'éléments dans la réalité qu'on peut justement lier à la programmation aussi. Ouais, puis il y a plein de... Enfin, ça ouvre tout un monde, tu vois. Je me souviens d'un exemple concret qui a peut-être plus vous parler. C'était il y a 1 an, je voulais m'inscrire au Tour de l'île de Montréal. C'est un tour de, je crois, 50 km en vélo parce que je faisais un triathlon en septembre dernier, il y a 1 an. Et j'avais passé la date d'inscription du truc. Et du coup, c'était vraiment bloqué, tu vois. Et j'ai vu que c'était un formulaire en PHP, un truc un petit peu bête. Donc j'ai été voir dans le code, j'ai modifié 2-3 trucs et j'ai été capable d'acheter mon billet, tu vois. Wow. Ok, ouais, c'est vrai. Ouais, donc des trucs comme ça, pouvoir trouver enfin bref, il y a plein de choses à faire là-dedans, c'est un peu une boîte de Pandore aussi, mais c'est hyper utile. Et donc, pour la partie, devenez curieux là-dessus, comprenez un petit peu comment ça marche tout ça, parce que ça a beaucoup plus d'importance qu'on pense dans notre vie de tous les jours, tu vois, de l'ordinateur, le téléphone, etc. C'est vachement important, et je pense au niveau culture générale aussi, pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on vit, c'est vachement utile. Et justement, je crois qu'on est dans une transition justement au niveau éducatif, que je crois que dans les 5-6 prochaines années, le volet programmation, développement va être intégré dans les cours plus traditionnels, parce que je crois qu'il y a un élément de base que tous les gens doivent comprendre un peu. Ouais, et puis même j'ai une petite sœur qui a 19 ans, elle était au lycée américain à Prague et elle avait des cours de programmation, tu vois. Intéressant. Et je vois que mon père, lui, il est ingénieur en agronomie, mais il a appris aussi à coder un peu pendant ses études. Et maintenant, il est passé sur Mac, mais pendant longtemps, il était sur Linux parce qu'il est bien le défi d'aller bidouiller des choses. Et mon autre sœur aussi, qui est designer à la base, designer graphique, elle s'est formée à la programmation parce qu'elle a vu qu'il y avait du potentiel là-dedans. Et maintenant, elle fait du design web, tu vois. Et, enfin bref, c'est toujours intéressant d'avoir cette compétence, peu importe ce qu'on fait à la base, tu vois. Effectivement. Je dirais même tous les métiers qu'on peut faire en tant que nomade digital freelance. Moi, j'ai identifié 5 familles. Il y a la partie marketing, savoir coder ou comprendre, ça va être utile. La famille, programmation, etc. C'est sûr, c'est la base du truc. Tu as la partie aussi rédaction, traduction. Ça peut être utile de comprendre comment ça fonctionne, ne serait-ce que pour optimiser ton travail, optimiser du SEO, il y a tous ces aspects-là aussi. Et la partie plus photo, vidéo, tu as une petite partie technique aussi. Et pareil,
retouche photo, tu peux te créer des scripts dans Photoshop pour retoucher des photos en masse, des choses comme ça. Et la 5e famille, c'était quoi? Ouais, c'était coaching, etc. Mais on a toujours intérêt à comprendre comment ça marche. Après, chacun sa réalité, mais bref, voilà le message un peu de... Mais je pense justement, pour trouver une carrière qui est à son goût, c'est important de prendre, d'essayer différents domaines différents, d'essayer différents métiers de façon sérieuse, de vraiment l'approfondir dans chacun des domaines. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui commencent, je ne sais pas qu'est-ce qui m'intéresse exactement, je veux dire, aller suivre différentes formations, même si ce n'est pas ce qu'on a l'intérêt au départ, je pense que c'est intéressant. Ouais, puis tu as le concept aussi d'avoir une compétence cœur, tu sais. Oui. Mettons, tu es développeur, mais si tu rajoutes une autre compétence que tu mets par-dessus là-dessus, bah, ton profil il prend de la valeur aussi. Oui. Tu vois, genre, moi j'ai déjà vu avec des développeurs, je travaillais pour des clients sur des projets qui ne sont pas très bien passés, et c'était des développeurs qui avaient juste une logique développement, tu vois. Ils ne pensaient pas du tout à ce qui se passait après. Et pour moi, la grande valeur d'un développeur qui vraiment sait ce qu'il fait et qui est plus senior, c'est de comprendre aussi, ah oui, il y a la réalité business derrière, et si on fait ça, c'est pour que telle personne puisse faire telle action. Ouais. Et effectivement, puis justement, pour poursuivre à ça, de mon côté, en fait, je suis principalement ingénieur, mais j'ai un volet qui appelle Front-End Engineer Unicorn. Donc, le volet licorne. Oui, effectivement, ça semble étrange. Mais en fait, le volet licorne, c'est un peu une obsession du côté design. Donc, c'est sûr que moi, tout ce que je crée doit avoir un impact du côté design, doit avoir un impact pour l'utilisateur, la personne qui utilise le produit. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc, je consulte du contenu visuel, du contenu design d'une façon régulière. Chaque fois, je programme des éléments. Je veux dire, je m'assure qu'il y a un élément d'animation, qu'il y a une transition. Je veux dire, je vais aller soulever différents points, différents designers. Donc, des fois, je fais beaucoup de transition entre la programmation et le volet design. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Par contre, il faut savoir comment le vendre, comment justement le vendre à un client. Parce qu'au départ, ça peut être très « Ah oui, tu es bon dans tout, tu fais autant de design que de programmation, ça peut être facile. » Donc, la façon dont on le démontre, c'est en prouvant des résultats. Donc, si vous avez justement des projets en tête, vous avez une idée, il faut vraiment le créer, montrer qu'on a créé au complet ce projet-là. Donc, je connais différentes personnes qui avaient vraiment inspirés, qui ont créé plusieurs applications, plusieurs projets à l'intérieur de plusieurs semaines. Puis par la suite, justement, sont en mesure de prouver concrètement que oui, je fais du design parce que j'ai créé cette application, j'ai créé... parce que je veux dire, on n'a pas faire une application mobile, une application web. Je veux dire, si elle est bien construite, bien programmée, mais visuellement, elle n'est pas très intéressante ou visuellement intéressante, mais pas très intuitive, je veux dire, on ne répond pas aux besoins. Donc, c'est un peu important d'être bon dans comme tout des fois par moment. Ok, ouais, non, c'est sûr. Alright, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la partie plus développement, ce que c'est être développeur, en freelance et aussi en remote. J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de la partie plus nomade digital. Oui. Donc, si je résume un peu ce que j'ai compris, ton histoire, tu étais plus ou moins en vacances à Bali, c'est ça? En fait, ce qui est arrivé, c'est que initialement, j'étais supposé de déménager, d'aller vivre à San Francisco. Donc, c'est un peu l'environnement que je regardais initialement. Donc, ce que j'ai constaté à San Francisco, c'est que oui, les salaires sont élevés, mais y vivre, c'est très dispendieux. J'ai également des problèmes au niveau visa. Donc, c'est sûr que j'ai aucun, malgré un peu la compétence, les choses que j'ai accomplies dans la vie, j'ai aucun diplôme universitaire. Donc, je ne peux pas avoir de visa pour aller vivre nécessairement aux États-Unis facilement. Donc, c'est plus complexe dans mon cas. Donc, là, j'étais un peu limité à ce problème-là. Je voulais travailler à distance, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai retourné plus au niveau freelance et j'ai vu justement, je suis tombé sur un programme de Hacker Paradise, je crois que c'était un emploi de coworking. J'ai vu des gens qui travaillaient à Bali, qui programmaient sur des champs de riz. Je veux dire, c'est l'élément le plus exotique des paysans qu'on peut voir. Donc, j'ai vu ça, puis c'est à ce moment-là justement que j'ai eu le goût de commencer à voyager. D'accord. Et donc là, tu t'es dit, ok, j'ai les compétences, je peux faire en freelance. Et ça a été quoi tes premières actions pour partir? Où est-ce que tu as été? Comment tu t'es organisé? Donc, j'ai commencé, en fait, en septembre 2016, j'ai commencé. En fait, j'étais jamais en Europe, donc c'est vraiment. J'ai jamais été une personne qui a voyagé beaucoup, donc étonnamment. J'étais jamais initialement, je me disais pourquoi je dépenserais 2000 €, je veux dire, sur un voyage quand je peux dépenser ce même montant-là sur une nouvelle télévision ou une chose comme ça. Donc, j'ai associé beaucoup l'élément de consommation à un élément de voyage. Donc, j'ai commencé, j'ai pris une semaine, je suis allé à Copenhague pour une semaine, donc je suis vraiment dépaysé complètement. Donc, durant une
semaine de vacances, j'ai décidé d'aller là. Puis à ce moment-là, j'avais mon ordinateur, je fais voyager, je travaillais dans des cafés, puis là, j'ai vraiment apprécié ça. Donc, par la suite, après ce voyage-là, j'ai commencé à vendre mon condo. J'ai vendu mon auto, j'ai vendu tout le contenu de mon condo complet. J'ai vendu énormément, je veux dire. Donc, tu as validé que ça te plaisait, et après, tu as dit OK, go. Oui, effectivement. Bon, okay. Donc, c'est certain que pour prendre ces actions-là, il faut avoir un minimum de sécurité financière. Donc, c'est sûr que après avoir vendu tous ces éléments que j'avais, j'étais en mesure de voyager pour 1 an. Donc, je me dis, OK, si jamais je n'ai pas assez de contrat, au moins pour 1 an, je devrais être correct. Donc, j'ai vendu tout le nécessaire. J'ai commencé justement à louer un premier appartement à Montréal, vraiment, pour être seul vraiment sur Airbnb. Et par la suite, justement, j'ai commencé à voyager au mois de janvier, justement, 2017. Ouais. D'accord. Et donc, tu as fait quoi comme région dans le monde là, pour l'instant? Donc, principalement, je suis allé en Espagne. J'ai commencé à Séville. J'ai regardé la ville la plus chaude en Europe l'hiver et c'est Séville qui sort toujours. C'est pas les Canaries? Canaries, effectivement. Mais c'est pas sur le continent. C'est un peu la limitation, mais oui, effectivement, Canaries, c'est vrai que c'est plus chaud. Donc, je suis allé en Espagne. Ensuite, ma famille est venue me rejoindre. On est allé à Barcelone, on est allé à Londres. Ensuite, je suis allé à San Francisco. Je suis revenu. Je suis parti à Bali pour 1 mois. Je suis revenu en Europe. En fait, au départ, je faisais beaucoup. Je partais 1 mois, je revenais 2 semaines voir ma famille, je repartais 1 mois. Okay. Donc, j'étais un peu dans cette vibe-là un peu. Par la suite, l'été 2017, j'ai fait la Croatie, j'étais allé à Paris aussi, j'étais allé à Budapest, j'étais allé à Prague, l'Ukraine aussi, j'étais allé en Pologne. Ensuite, un peu plus par la suite, j'étais allé en Thaïlande, j'ai couvert beaucoup l'Asie, j'ai couvert beaucoup l'Europe, mais c'est vraiment, ce qui est important, c'est que j'ai été aux endroits qui m'intéressaient, que j'avais un engouement. Ouais. Donc, je suis pas allé dans un endroit où, pourquoi t'es pas allé au Brésil? J'avais pas d'engouement à ce moment-là, donc c'est pour cette raison-là, je suis pas allé. Donc, je suis un peu aléatoire, un peu comme ça. Je m'assurais toujours d'avoir donc des appartements qui étaient bookés vraiment à l'avance un peu, avoir un peu de disponibilité, assurer d'être dans un endroit confortable. Moi, c'est sûr que le volet qui m'intéressait moins au niveau voyage, c'était de vivre dans des hôtels et vivre dans des hostels, donc des auberges de jeunesse, un peu des environnements comme ça, ou le côté backpacking, ça m'intéressait pas nécessairement. C'est un peu pour ça que j'étais réticent en voyage au départ, mais dans l'environnement, justement, je veux besoin d'avoir mon environnement, d'avoir un endroit intéressant. C'est vraiment comme ça que j'étais en mesure d'accepter de voyager et d'apprécier ça. Ouais. Ok. Et c'est intéressant, je sais que tu es un gars qui est bien organisé, qui a des systèmes un petit peu pour pas mal de choses. Est-ce que tu as un système pour décider où tu vas ou des critères en place, tu vois? Oui, donc chaque fois que je décide d'un lieu, je m'assure d'avoir un vol direct pour le lieu prochain. Ça semble être très simple, mais dans un contexte des fois de pandémie, ça peut être un bon défi. Ouais. Donc j'essaie toujours de limiter la quantité de vols par année. Donc les premières années, j'ai eu beaucoup de vols, j'avais environ 32 vols, mais je veux dire, c'est pas une surprise. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment voyager, qui ont une obsession de prendre l'avion. Donc, je pense au tout début peut-être, mais après tu dis c'est quand même du temps. C'est ça, effectivement. C'est beaucoup de temps, il faut se préparer. Je veux dire, il faut préparer nos bagages avant justement de partir. Ça chamboule toute ta routine. Effectivement. C'est souvent les gens qui sont très motivés comme ça, c'est qu'ils sont très excités, je veux dire, à l'excitation finale. Donc, c'est sûr, de mon côté, j'essaie beaucoup de planifier ces éléments-là, être en mesure d'avoir un vol direct. J'ai choisi aussi mon siège dans l'avion, donc je ne suis beaucoup pas business. Pour ceux qui se le demandent, j'ai analysé beaucoup cette situation-là, puis c'est vraiment pas une valeur qui est intéressante. La meilleure façon, c'est de prendre son téléphone, puis le regarder durant tout l'avion, puis de jouer à un jeu, puis d'oublier le reste. C'est vraiment la meilleure façon de passer un vol. Parce que sinon, je veux dire, on a une obsession de « Ah oui, je voyage beaucoup, je devrais mériter d'avoir un meilleur confort, mais là, le coût de classe à faire est trop dispendieux. » Fait que là, non, ça devient un peu complexe. Fait que, ça dépend. Je sais qu'il y en a qui se disent « Ok, je me prends un lounge et business pour pouvoir travailler ces heures-là, les factures à leurs clients. » Tu vois, c'est une logique Oui, d'un côté business, ça fait totalement affaire. D'ailleurs, je me suis abonné pendant 3 ans à c'est une passe de lounge, Priority Pass, ça s'appelle. Donc, moi, je l'ai avec une carte. Je me suis abonné à ça, je l'ai su au départ, j'ai vraiment apprécié ça. Donc, c'est une façon intéressante. Mais bon, cette année, je ne l'ai pas renouvelé avec la situation. Mais non, c'est ça, c'est vraiment...
au niveau de l'organisation, je dirais que c'est principalement les vols, assurer d'avoir des vols directs pour différents lieux. Bon, il y a l'élément aussi d'isolement qui est quand même important. Donc, c'est sûr qu'en étant solo traveler, voyager seul, je m'assure de toujours rester dans des environnements où il y a beaucoup de gens. Donc, je suis beaucoup dans des grandes villes. La communauté nomade aussi. Effectivement, communauté nomade. Je l'ai vécu un peu au Vietnam à certains endroits. J'avais un peu un sentiment d'être vraiment étranger. Donc, j'étais dans une culture, les gens tout autour, c'est des gens qui parlent pas la même langue que moi, justement, qui vivent un mode de vie différent. T'as l'impression d'être tout seul dans ton truc, là. Effectivement, ça peut être très intimidant. Autant, ça peut être intimidant d'aller en Norvège, d'aller louer un chalet, d'aller louer une petite maison isolée. Ça peut être un peu isolant également dans ces environnements-là. Donc, j'ai un peu certains critères, mais c'est principalement les villes. Je sais que les villes, je suis correct à ce niveau-là, D'accord. Et donc ça, c'est pour la partie destination. Et donc toi, tu prends de l'avance, tu décides un petit peu où est-ce que tu vas, tu réserves tes Airbnb. Oui. Donc c'est certain que j'essaie toujours d'avoir il y a un terme en anglais, c'est la meilleure valeur pour l'argent. Donc c'est ça, d'avoir le meilleur rapport qualité-prix un peu. Donc c'est certain que chaque fois que je choisis une ville, je m'assure que j'irai pas booker, je veux dire, dans une ville comme Zurich ou à Londres, parce que nécessairement, oui, on a un environnement qui est très trendy, qui est très populaire, mais je veux dire, on finit par payer le double du prix pour quelque chose qu'on peut avoir nécessairement dans une autre ville. Donc, c'est un critère qui est quand même très important pour moi, justement, quand je voyage. C'est la même chose au niveau des appartements, des Airbnb également. Donc, je m'assure justement d'avoir des appartements qui sont dans des villes qui sont intéressantes, qui sont compétitives et pas nécessairement dans des hubs très, très populaires, très, très dispendieux en fait. Je m'assure toujours en fait de booker environ 2-3 mois à l'avance parce que un peu le piège sur Airbnb, des plateformes un peu comme ça, c'est que plus on attend, moins on a de choix et plus le prix monte. Donc, c'est toujours un peu ça. Donc, si on s'y prend d'avance, on est en mesure justement d'avoir un prix qui est plus intéressant, avoir un endroit qui peut faire la différence entre avoir une mauvaise expérience d'une ville et avoir une bonne expérience. C'est vrai, puis on en parlait l'autre jour aussi, de toujours essayer de négocier ses Airbnb. Oui. Il y a toujours par exemple, je connais un gars au coworking qui a négocié son Airbnb de 1100 € à 900 € par mois. Oh, oui, puis après, c'est aussi, une fois que tu es resté, mettons, un mois dans un Airbnb, que tu vois que ça se passe bien avec le propriétaire, etc., tu peux aussi sortir de la plateforme et passer en direct pour économiser les frais. Et il y a aussi une autre fille qui est au coworking ici qui me disait qu'elle a réussi à trouver là à Lisbonne un studio pour 450 € par mois. Ce qui est quand même un bon deal. Très intéressant. Puis j'ai un ami qui a booké un appartement, tu sais, t'as un salon, une chambre, salle de bain, un petit jardin et une terrasse sur le toit pour 700 € parce qu'il est passé en dehors de la plateforme. Donc il y a toujours pas mal de choses à faire de ce côté-là. Puis des fois, c'est juste de demander et laisser les gens, en fait, les propriétaires négocier contre eux-mêmes. Oui, effectivement. Aussitôt qu'on choisit une ville qui a beaucoup d'inventaire, qu'il y aura beaucoup d'appartements, on peut justement en choisir un. Puis l'objectif de la personne qui vous héberge, c'est toujours que son appartement soit booké durant toute l'année. C'est l'objectif principal, c'est ce qu'ils désirent. Donc, si vous décidez de dire, OK, est-ce qu'on peut avoir tel prix pour un mois, c'est sûr que eux, ça peut être tentant. Parce que chaque guest, chaque invité qui rentre dans justement un appartement, va l'user d'une quelconque façon. Je veux dire, on veut éviter d'avoir le moins de va-et-vient dans l'appartement. Donc, si on est capable de prouver qu'on va rester là pendant un mois puis d'avoir un prix, ça évite beaucoup de tracas puis beaucoup de... c'est sûr, ouais. Et d'ailleurs, en parlant un petit peu de coût de la vie, toi, quel genre de budget t'as, quel genre de flexibilité t'as dans ce budget-là, dépendamment d'où tu vas, parce que tu parlais de Norvège et de Danemark, c'est des pays qui sont quand même assez chers. Très chers, effectivement. Tu parles aussi d'Ukraine ou des Vietnam qui ont des coûts de la vie beaucoup plus faibles. Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu as un système pour ça aussi? Oui, donc c'est certain que lorsqu'on est nomade, on prend avantage d'un système comme ça. C'est certain qu'il faut comprendre que c'est un peu une forme de privilège de pouvoir voyager comme ça. C'est une forme de luxe. Puis on va en fait dans des pays qui sont abordables, des pays qui, je veux dire, si on a vécu pendant 10 ans à Paris, je veux dire, on va à Bali, effectivement, on voit que, on peut être encore plus heureux dans un environnement ensoleillé puis dépenser 3 fois moins. Donc, c'est certain qu'on prend un peu avantage de ces environnements-là. Géo-arbitrage. Oui, géo-arbitrage, effectivement. Donc, c'est certain que de mon côté, j'ai souvent un budget d'environ
aux environs de 2000 euros par mois environ. Ça peut être moins certains mois. Souvent, c'est le budget, bon, dans une année, je pense que je suis autour de 24 000 US, donc ça peut être environ 22 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais, effectivement. Donc, c'est ça. C'est environ c'est le budget que j'utilise. Je peux dépenser plus, je peux dépenser moins par moment, mais ce que je constate, c'est que je ne suis pas nécessairement plus heureux si je dépense plus. Donc, j'ai essayé d'aller dans différentes villes plus modernes, de payer vraiment plus cher pour vivre. Puis j'ai pas constaté une énorme différence. En fait, c'est souvent l'inverse. Donc, si je suis allé à Prague, Budapest, j'ai vu qu'est-ce que je peux avoir pour mon argent. Donc, nécessairement, si je viens à Lisbonne ou si je vais en Italie et je me rends compte que j'ai moins de valeur, je vais nécessairement plus me plaindre. Je vais me rendre compte pourquoi. Oui, effectivement. Pourquoi j'ai payé le double du prix alors que j'avais plus de choix, je disais, dans un autre pays. Donc, nécessairement, c'est un peu ça qu'on vient avec. Donc, c'est certain que, bon, on peut économiser également en allant dans des pays comme, bon, l'Ukraine, la Pologne. Il y a beaucoup de choses à voir parce que c'est moins visité nécessairement. Donc, des fois, il y a un volet de découverte qui peut être très intéressant. Donc, c'est ça. Je veux dire, j'essaie un peu. Environ autour de 2000 euros. Quand j'ai commencé au départ, important, c'était beaucoup plus bas. C'était environ peut-être 1000 euros je pouvais dépenser. Mais bon, il faut comprendre, il faut avoir un certain budget, il faut être prêt à dépenser ce montant-là. Mais si on compare une personne qui vit dans une grande ville, c'est pas un budget irréaliste. Je veux dire, les gens dépensent ça. Ce qui est très cher, c'est de dépenser. De booker 2 fois, en fait. C'est d'avoir un endroit à la maison qu'on paie et en plus de booker pour un mois ou 2 mois de voyage en même temps. C'est ça qui est vraiment très dispendieux, qui est très cher. Donc, dans mon cas, vu que j'avais aucun autre attachement, ça a été très simple. Il y a ça par rapport à un appartement à la maison ou autre chose, mais il y a aussi ça quand tu voyages, tu vois. Genre, si tu loues un endroit et que tu vas faire un trip ailleurs, bah, tu payes double loyer. Et souvent, l'autre truc, c'est court terme, donc tu payes plus. Oui, effectivement. Donc, c'est pour ça un peu que je choisis beaucoup des grandes villes, parce que c'est central. Je peux faire des road trips et revenir également. On peut faire du double booking en Asie beaucoup. Donc, on va avoir un endroit clé à Bali, puis on va aller justement louer, aller sur différentes îles et revenir, parce que les prix sont relativement bas. Et donc, dans tes 2000 euros par mois, mettons, si tu le décomposais pour les différents... Oui, donc ça va être un élément surprenant. Je sens être organisé. Je suis organisé très mentalement, mais j'ai jamais fait de budget. Donc, moi je fonctionne beaucoup sur un fonctionnement que je m'assure d'avoir plus de revenus que de dépenses. Donc, je regarde la balance chaque année. Je regarde les espèces de fluctuations, si on veut. Donc, c'est certain que, bon, si j'arrête d'établir un budget, je vais être aux environs de 1000 euros 1200 euros par mois pour l'endroit où je reste, donc l'appartement, le logement, effectivement. Par la suite, bon, tout ce qui est nourriture, j'ai un peu un volet différent de certaines personnes. Je prends beaucoup la nourriture comme un élément pour survivre. Donc, en fait, c'est un besoin nécessairement sur une base régulière. Je n'ai pas une obsession de toujours manger dans un grand restaurant, de toujours manger. J'aime manger pour être bien, que ça soit bon, d'être rempli, mais par la suite, je passe à d'autres choses. Donc, mon budget, justement, de nourriture va baisser beaucoup, peut-être environ d'un 300 euros par mois, quelque chose comme ça. Par la suite, bon, tout ce qui reste, ça va être principalement tout ce qui est vol. Des fois, je vais avoir des abonnements en ligne. Je vais avoir un peu dans le coworking ici. Mais généralement, bon, plus je voyage, moins j'ai de dépenses physiques de matériel. Donc, c'est certain que ça simplifie beaucoup. Mais si on veut, c'est ça. J'ai quand même, je veux dire, je change de téléphone chaque année, d'ordinateur chaque année. Donc, je suis assez intense à ce niveau-là. Mais en général, non, c'est ça. Ça rentre à peu près dans mon budget. J'ai pas trop de difficultés. Ouais. Ok, d'accord. Puis après, tu as aussi les budgets un peu, enfin les coûts annexes, tu vois, comme ce qui est, je sais pas, assurance, tu parlais de pass pour les lounges, choses comme ça qui se rajoutent, mais au final... Et du coup, tu disais mettons à peu près 24 000 US par année. Et donc, mettons là, si t'es à Lisbonne, tu vois, ça te coûte tant par mois. Mais si tu vas, je sais pas, dans un pays beaucoup moins cher, est-ce que tu vas baisser ton budget ou est-ce que tu vas en profiter justement à fond? Oui, donc ce qui arrive, c'est que
j'ai un peu de la... Comment je dirais ça? J'ai tendance à rebalancer chacun des mois dans l'année. Donc, des fois, je vais aller dans des pays qui vont être beaucoup plus abordables. Des fois, je vais aller dans des pays qui vont être beaucoup plus chers. Donc, cette année, c'était une année que j'avais un objectif d'aller dans des pays très, très chers. Donc, j'avais l'objectif d'aller en Italie, d'aller à Lisbonne, bien que Lisbonne est assez abordable, mais je veux dire, d'un point de vue comparé au Vietnam, on n'est pas sur la même ligne. Mais c'est certain que c'est ça. Je voulais essayer un peu différents pays, mais généralement, à la fin de l'année, en fait, si je comparais peut-être les 2 dernières années, j'arrive sur une moyenne annuelle d'environ 24 000 US. Okay. Ouais. Et donc, tu arrives quand même à bien économiser par rapport à ce que tu gagnes. Oui, effectivement. Je peux peut-être dépenser environ après 15-20% de mes revenus mensuels que je dépense au voyage en mode de vie. Donc, ça me permet un peu d'économiser beaucoup. Mais certain que j'ai passé d'un environnement où je travaillais dans une agence dans la région de Montréal que j'appréciais beaucoup. Et justement, travailler à distance. Donc, j'ai quasiment tripler mes revenus, si on veut, en commençant à voyager. Et mon mode de vie, mes dépenses sont réduites d'à peu près 30%. Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, il y a beaucoup de gens qui je communique ou des collègues de travail, des choses comme ça, qui sont dans un mode de vie complètement différent. Ils ont acheté une grosse maison, ils ont des autos, ils ont des... Mais moi, je suis comme, mais c'est pas parce que je fais, je sais pas, 150 000 € par année que je suis comme, je vais être dans un mode de vie qui va être différent. Moi, je veux vraiment être comme... Je veux continuer à voyager, j'apprécie mon mode de vie, donc je vais rester dans cet environnement-là. Mais oui, effectivement, quand on regarde des fois, on se dit « Ok, tu pourrais dépenser beaucoup plus, pourquoi ?» Mais j'ai toujours eu un peu, justement d'un point de vue plus financier, pour moi, c'est vraiment important dans un compte de banque de jamais descendre sous un certain montant. Donc, certain que au départ, justement, quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais très jeune, je veux dire, j'ai attendu d'avoir, mettons, 2000 € avant de pouvoir dépenser 500 €. Donc, c'est toujours un peu une forme de réflexe ou des petits systèmes que tu effectivement, je veux jamais, c'est un peu, tout le monde prend ça pour acquis, mais je ne veux jamais manquer d'argent dans ma vie. Donc, j'ai un peu une obsession de dire, je veux m'assurer de dépenser adéquatement, d'avoir des buts qui sont réalistes, d'avoir des dépenses qui sont réalistes pour éviter justement si j'ai 10 $, je ne dépenserai pas 10 $, je vais attendre d'en avoir 50. C'est un peu, c'est ça. C'est ça. Ok. Et est-ce que, on a parlé de comment tu choisis tes destinations, de budget, etc. Est-ce que tu as d'autres, avant qu'on termine, est-ce que tu as d'autres systèmes comme ça ou d'autres critères, tu vois, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie nomade, tu vois, que tu pourrais nous partager? Oui, donc c'est certain que bon, j'ai fait quelques erreurs dans mon environnement de voyage, mais c'est principalement au niveau des vols que je manquais. Donc c'est certain qu'il faut T'as raté des vols, donc. Oui, c'est ça, j'ai raté 3 vols en vie. J'en ai raté un pour m'en venir d'ailleurs ici à Lisbonne. Donc c'est ça, faut avoir un peu un itinéraire. Moi, je vais beaucoup, des fois, par intuition pour se rendre à certains lieux. Bon, je sais où me rendre à l'aéroport, donc des fois, j'attends la journée même pour me rendre à l'aéroport, mais des fois, en Italie, j'ai pris le train dans la mauvaise direction, donc j'ai raté mon vol. Donc, souvent, quand on book un vol, il faut s'assurer d'avoir au moins un minimum de 3 heures entre les 2 vols, à moins que ce soit la compagnie aérienne qui l'organise, la liaison. À ce moment-là, il n'y avait pas de souci. Mais sinon, bon, c'est ça. S'assurer d'avoir un moment entre les 2 vols. Aussi, qu'est-ce qui est possible? Ah oui, avec Airbnb, bon, je recommande toujours de négocier avec la personne. Si on veut booker pour 1 mois, ça vaut la peine de contacter en privé, d'avoir un meilleur prix, surtout dans le moment actuel, dans le contexte actuel. C'est très intéressant pour avoir des prix qui sont des très bons rabais. Il y a ça, puis j'ajouterais, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de gens qui disent mais comment tu peux vivre en Airbnb, c'est hyper cher. Sauf que tu as les rabais au bout d'1 semaine, c'est ça, un pourcentage, et puis aussi au bout de 30 jours. Donc parfois, booker un Airbnb pour 30 jours, ça va être 50% du prix que ce serait à la nuit. Donc c'est ça plus le rabais. Finalement, moi de ce que je vois, c'est que ça fait à peu près le prix d'un logement pour un local si tu loues un appartement meublé, tu vois. Oui, effectivement. Je sais pas si... Faut comprendre également que c'est certain que vous payez plus cher dans ça. Il n'y a aucun doute. Je veux dire, ça, on est au sous-près, je veux dire, oui, c'est certain plus cher, mais en général, on contacte la personne en privé, on est capable d'avoir un prix, on book pour 1 mois, on regarde les prix pour 1 mois. Si on voit que le host, la personne n'a pas nécessairement mis de rabais, on peut la contacter et avoir un meilleur prix. Donc oui, savoir ce rabais-là, c'est très important. Puis j'aimerais aussi rajouter un élément, je pense, qui est important. Il y a beaucoup de gens qui me contactent justement qui aiment, qui veulent devenir digital nomade, qui veulent embarquer complètement. Mais je pense que c'est très important de tester cet environnement-là, savoir si on aime être seul en voyage, parce qu'il y a une portion que c'est quand même être seul, travailler dans des cafés, au moins l'essayer pendant 1 semaine.
Et il y a également une autre catégorie de personnes qui n'ont pas nécessairement l'emploi nécessaire pour pouvoir justement voyager. Donc, ces gens-là, je pense que c'est important de regarder, de prendre une année sabbatique, une année off peut-être, et de voyager intentionnellement dans cette année-là et revenir à son mode de vie. Il y a beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils ont besoin nécessairement. C'est pas nécessairement de commencer à voyager parce qu'il y a une erreur qui pour moi, et c'est quand même commun, c'est de commencer à voyager et ensuite chercher les sources de revenus, chercher qui peut m'apporter de l'argent. Ouais. Tout le monde est un peu comme ça à travers le monde. Donc quand on devient à distance, on compétitionne avec la planète au complet. On compétitionne autant avec du monde au Kazakhstan, en Inde, je veux dire aux États-Unis. Le mode de la compétition est énorme. Donc, il faut être capable de trouver une façon de se différencier. Il faut se spécialiser. Puis de cette façon-là, je pense qu'on peut avoir un succès. Alright, très cool. Bah écoute, ouais, je pense que mes questions de la fin en général, c'est les conseils, mais tu en as donné plein. Donc je pense qu'on est bon là-dessus. Alright, bah écoute, merci beaucoup Julien. Excellent. Où est-ce que les gens qui regardent cette interview jusqu'à la fin peuvent te retrouver en ligne? Oui, donc vous pouvez en fait justement sur YouTube, Nomadic Julien. J'ai également Instagram, Nomadic Julien. Principalement, mon contenu est anglophone en ce moment, mais je veux dire sur Instagram ou principalement là, vous pouvez me contacter en privé si vous avez des questions, des choses comme ça. Pour vrai, je réponds à tout le monde. J'apprécie énormément répondre à ces questions-là. Pour moi, c'est vraiment important. C'est souvent un peu le problème que j'ai rencontré avec Instagram. Des fois, le monde ne répond pas. Donc, moi, dans mon cas, oui, je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions, vous avez de l'aide, je peux vous répondre sans problème. Parfait. Moi, vous savez comment contacter Julien, puis je mettrai les liens vers sa chaîne YouTube et son Instagram sous cette vidéo. Bah écoute, voilà, bon vol pour demain. Merci. Excellent. On se dit à bientôt. Salut tout le monde. Ciao.